Renforcer l'attractivité des centres-villes et des centres-bourgs. Bienvenue sur U2P TV, toujours en direct du Salon des maires et des collectivités locales. Évidemment, nous allons parler peut-être de ce chiffre pour commencer. 14%, c'est le taux de vacances commerciales des commerces de centre-ville en 2024 et c'est un chiffre qui a doublé en 15 ans puisqu'il était seulement de 6% en 2010. Alors, que faire pour renforcer l'attractivité et dynamiser l'achat de proximité? On va en parler avec nos invités. Dominique Enracte, bonjour. Bonjour. Vice-président de l'U2P et président de la CGAD. Frédéric Chéreau est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Maire de la ville de Douai. Et Dominique Concy, bonjour. Bonjour. Directrice des programmes Action Cœur de Ville et Petite Ville de demain. Dominique Enracte, j'aimerais commencer avec vous pour dresser un bilan concret. Parce que quand on dit, oui, les centres-villes, les centres-bourgs manquent d'attractivité, ils meurent petit à petit, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, virtuel pour les gens. Mais il y a une réalité, il y a de vrais commerçants et artisans derrière qui sont en souffrance. J'aimerais que vous puissiez nous dresser un état des lieux. Écoutez, effectivement, il faut être quand même conscient de ce qui se passe dans les centres-villes, c'est-à-dire des centres-villes, des villes moyennes qui fonctionnent bien et on le voit avec tous ces commerces, notamment alimentaires et pas que, qui animent les villes, qui donnent de la vie, de la sécurité, du travail local, etc. Et on voit quand même dans certains villages où quelquefois il ne reste plus rien, quelquefois c'est la boulangerie qui est le dernier commerce et quand il ferme, c'est vraiment triste à mourir. Comme on dit, il n'y a plus que le bruit du vent et des voitures, donc on n'a pas de commerce à côté, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de travail, les gens sont obligés de prendre la voiture pour faire des courses, pour aller travailler, ce qui fait qu'on voit vraiment l'intérêt d'avoir ces commerces dans les centres-villes. Votre analyse, Dominique Concy, de quelle manière on en est arrivé à cette situation depuis 25, 30 ans, 40 ans ? Alors peut-être qu'il faut nuancer un peu votre propos introductif qui parle de centre-ville complètement désertifiés. Le constat que nous avons à l'Agence nationale de la cohésion des territoires, c'est que pour les villes petites et moyennes, ce sont celles que nous accompagnons dans le cadre des programmes Action Cœur de Ville et Petite Ville de demain. Dans le cadre de ces programmes, c'est important d'avoir une démarche globale qui part souvent des projets territoires qui sont ceux qui sont portés par les élus. Et nous, notre travail à l'Agence nationale de la cohésion des territoires, c'est d'accompagner ces collectivités pour les aider à agir globalement. Je m'explique, notre thématique aujourd'hui, c'est le commerce. Si on veut que le commerce puisse trouver des clients, il faut que les villes et le centre-ville puissent aussi avoir des logements. Il faut aussi avoir travaillé les questions des mobilités, les questions de la rénovation du patrimoine, des aménagements urbains. C'est quand on a une approche globale qui permet d'agir à l'échelle d'une collectivité et en lien avec le PCI, c'est quand on a cette approche globale qu'on peut essayer de redynamiser le commerce de centre-ville en agissant aussi sur des questions d'habitat, de mobilité et de cadre de vie. Mais on ne peut pas nier néanmoins le mouvement que décrivait Dominique Enracte dans beaucoup de villes et de villages, beaucoup plus petites, c'est vrai, où il n'y a même plus de boulanger et où effectivement parfois le boulanger il est encore le seul lien social. Comment on en est arrivé là? C'est ça la question. Alors, la situation de la vacance commerciale, elle augmente partout, qu'il s'agisse des centres-villes ou des périphéries. Il faut aussi avoir en tête qu'il y a un profond changement du comportement des consommateurs. Je crois qu'entre 1960 et 2024, l'achat de biens durables ou semi-durables, il a été divisé par 2 dans notre pays. Et au contraire, l'achat de services a fortement progressé. Les commerces de centre-ville aujourd'hui les plus présents, c'est ceux qui proposent l'achat de services. Donc ça veut dire qu'il faut aussi qu'on aide la profession, les commerçants à s'adapter à ces nouveaux comportements des consommateurs qui veulent moins venir en centre-ville pour acheter des biens, mais qui veulent y venir pour y consommer du service. Et c'est un secteur qui crée beaucoup d'emplois. Moi, je note que le secteur de la boulangerie crée des emplois, on en parlait, Président, notamment tous ceux qui arrivent aussi à développer du snacking, voilà, des offres qui permettent de répondre aux attentes des consommateurs parce que ces comportements ont changé. Frédéric Chéreau, de quelle manière à Douai, justement, vous vous attachez à renforcer l'attractivité de votre centre-ville? Ça passe par quoi? Alors ça passe par beaucoup de choses, mais juste avant, sur la question que vous venez de poser, je voudrais compléter la réponse de Dominique Concy parce que il y a un chiffre que j'ai reçu, que j'ai découvert grâce à une étude récente de la NCT, qui est que dans les villes moyennes, typiquement, pratiquement 75% du commerce se fait en périphérie.
dans les grandes surfaces de périphérie ou dans les commerces de moins de 400 mètres carrés en périphérie. 10% sur Internet. Donc ce dont nous parlons à l'instant, les commerces de centre-ville, c'est 12% de tout ce qui se vend aux particuliers en France. 12%, pas plus. Alors c'est vrai que ça évolue. Il y a 50 ans, on allait acheter des biens de consommation durable dans les centres-villes. C'était des achats de besoins. Il y a 20 ans encore, c'était des achats matériels de loisirs, des disques, du prêt-à-porter. Aujourd'hui, ce sont des services. Mais malgré tout, il faut s'habituer à un monde où le commerce de centre-ville se sera profondément transformé. Et ce que disait M. Enract est vrai, nous avons malgré tout besoin de commerce en centre-ville, même si probablement il faudra faire le deuil de ce que nous avions dans les années 60. Dans ma commune, j'ai 385 pas de porte commerciaux. Pour j'ai 385 commerces actifs, mais pour peut-être 500 ou 600 pas de porte. En réalité, c'est bien 385 commerces actifs pour une ville de ma taille. Sauf que j'ai des pas de porte pour une ville qui était la capitale du bassin minier à une époque où tout se faisait dans les centres-villes. Donc il faudra accepter que le commerce se rétracte un peu en centre-ville, mais on ne peut pas tout perdre. Parce que oui, c'est une des fonctions centrales de nos centres-villes. On a besoin à côté de services publics, on a besoin d'animation, on a besoin de festifs, etc. Mais le commerce est une composante indispensable. Ce sur quoi nous jouons, et je réponds à votre question, c'est toute l'animation, justement, créer des événements. Les commerces eux-mêmes, d'ailleurs, vont dans l'événementiel. C'est-à-dire que les commerces vont faire de plus en plus de ventes privées, de défilés, d'événements festifs. Moi, les commerces chez moi organisent 2 braderies par an dans le centre-ville. Les marchés aussi. Les marchés, un commerçant qui se contente simplement d'attendre devant son commerce, allez, je caricature, mais avec la blouse grise et le crayon sur l'oreille que les clients arrivent, ça ne marche plus. Et c'est pas seulement de l'animation en physique, c'est que le commerce doit aussi aller chercher ses clients sur Internet. Et là-dessus, nous les accompagnons aussi. À Douai, nous finançons un poste là-dessus. Mais Dominique Enract, c'est terrible ce qu'on est en train d'entendre malgré tout. Il va falloir se résoudre à ce que nos centres-villes ne ressemblent plus à ceux d'hier. Moi, pardon, ça m'attriste un peu. Oui, alors il faut. C'est pas un peu violent, c'est une constatation. Je crois que tout le monde a un petit peu raison là-dessus. C'est-à-dire que c'est vrai, il faut que les commerces se réinventent. On sait que par exemple, des commerces, bon, je parle de bouche puisque je préside la CGAD, ont besoin aujourd'hui de faire savoir aux clients ce qu'ils ont. Donc ça veut dire que la personne doit, par exemple, avoir un site, des choses qui puissent permettre aux gens de regarder avant de se déplacer. Par contre, au niveau des villes, il y a eu quand même beaucoup de passages à un moment donné où il y a des sens interdits, interdit de passer, pas pouvoir se stationner. Je suis originaire d'une ville de 20 000 habitants, Sens dans l'Yonne, ils ont tué le centre-ville. On ne peut plus y aller en voiture et le problème c'est que pour du commerce alimentaire, les gens ne feront jamais 500 mètres pour aller chercher une tranche de jambon, une baguette ou même un paquet de cigarettes. Donc il faut arriver à moduler les deux. C'est-à-dire que les commerces doivent se réinventer, mais il ne faut pas oublier que quand on a des commerces alimentaires ou qu'on veut même quelquefois aller dans une brasserie, etc., il faut qu'on puisse se garer pas très loin ou qu'on puisse circuler. Vous vouliez réagir? Oui, parce que je fais le comparatif avec la plus grande zone commerciale de périphérie d'Europe, qui est à côté de chez moi, à Noyelles-Godault. Quand vous allez le samedi après-midi à Noyelles-Godault, mais c'est valable dans les autres grandes zones périphériques, vous vous garez, il n'y a pas de problème. Vous vous garez à 300 mètres de l'entrée du magasin. Et dans certaines enseignes, je ne vais pas donner de nom, mais par exemple des enseignes qui vendent du mobilier ou des produits pour la maison, en fait, vous faites un cheminement à pied à l'intérieur de l'enseigne de pratiquement 1 kilomètre. Et ensuite, de nouveau, 300 mètres pour rejoindre votre voiture, mais vous êtes content, vous avez l'impression d'avoir tout fait à pied. Dans mon centre-ville, effectivement, vous vous garez à quelques centaines de mètres sur le parking gratuit de centre-ville, et il est important d'avoir des solutions pour toutes les mobilités, ceux qui viennent à pied, ceux qui viennent en voiture, ceux qui viennent en bus, ceux qui viennent à vélo, mais vous ne marchez pas plus que dans le centre commercial. Simplement, vous êtes dans un cadre de vie joli, arboré, avec des choses à regarder, des gens à croiser, vous n'êtes pas sur un parking. Donc en fait, il y a aussi une notion de ressenti. Vous marchez beaucoup quand vous allez dans une zone périphérique, mais vous avez l'impression d'avoir tout fait en voiture. Et puis, si je peux compléter sur le sujet de la mobilité, qui est vraiment intéressant, parce qu'effectivement, si on veut que les commerces fonctionnent, il faut que les clients puissent accéder au commerce et qu'ils puissent y accéder, pas forcément en voiture d'ailleurs, parce qu'on se rend compte que ce qui fonctionne bien aussi dans les centres commerciaux, c'est cet aspect de sécurité quand les familles peuvent venir avec leurs enfants et se balader sans risque pour les enfants. On voit bien qu'il y a une étude d'ailleurs qui a été faite récemment sur Nancy qui montre que quand on interroge les commerçants, ils ont souvent l'impression que la grosse majorité de leurs clients viennent en voiture. Et quand on regarde la réalité, en fait, ils sous-estiment complètement le nombre de clients qui viennent à pied, qui viennent à bicyclette.
ou qui empruntent les transports en commun. Nous, on remarque que toutes les villes qui ont travaillé sur ce sujet de la mobilité pour permettre aux gens de se déplacer facilement en conservant un centre-ville qui n'est pas envahi par la circulation des voitures, c'est un facteur d'attractivité. Et pour que les commerces fonctionnent, l'attractivité de la ville, donc l'accessibilité à la ville par tous les moyens, y compris par les transports en commun, y compris à pied, est vraiment très importante. Alors j'aimerais décrypter avec vous une proposition de loi qui vise à soutenir et valoriser les commerces de proximité. Elle a été proposée donc, par Laurent Lardy, qui est député des Bouches-du-Rhône. Dans cette proposition, il y a l'encadrement des loyers, la suppression de la taxe foncière pour le locataire, la modification du PLU, offrir aux maires la possibilité d'engager une procédure visant à contraindre les propriétaires et bailleurs à remettre leurs locaux commerciaux sur le marché locatif lorsque le taux de vacances commerciales de la commune dépasse les 20%. Parmi ces quelques mesures que je viens de citer, est-ce que ça vous semble aller dans le bon sens, Dominique Oract ? Bah écoutez, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont importantes et qui peuvent servir le commerce. Alors après, il y a des interprétations. Par exemple, on voit quelquefois des loueurs de murs qui aimeraient bien les louer, mais qui ne trouvent personne. Et je crois que c'est le cas quand on voit des friches commerciales, ils ne trouvent pas de... Alors peut-être après qu'ils ne sont pas dans les prix. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être recevables et qui puissent permettre au commerce de redémarrer. Aujourd'hui, on a aussi dans les villes, on s'est aperçu dans les centres-villes qu'il y a plein d'aides, mais le problème, les gens ne les connaissent pas. Je vois au niveau des impôts, de choses où il faut qu'ils fassent les demandes, ils ne sont pas informés ou ils n'ont pas le temps. Donc là, on est en train d'essayer de regrouper toutes ces aides de façon à ce que les gens puissent s'installer et profiter de ces aides. Parce que c'est vraiment le cas, il y en a plein où ils ne sont pas au courant. On parle beaucoup de l'encadrement des loyers également, et depuis le début de cette journée, beaucoup d'invités qui passent sur ce plateau disent « c'est peut-être pas la meilleure solution ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, il faut souligner que parmi les difficultés actuelles du commerce de centre-ville, le sujet du prix de loyer est une réelle difficulté. C'est une difficulté parce que dans un contexte où les consommateurs achètent moins de biens, consomment davantage de services, on voit bien que les montants des loyers ne permettent pas d'être assumés par les commerçants qui doivent faire face à un chiffre d'affaires qui n'est pas en évolution. Donc, essayer d'agir sur le montant des loyers, c'est un des leviers qui doit permettre de redynamiser le commerce de centre-ville. Je trouve que l'idée est quand même intéressante et qu'elle ne doit pas être évacuée trop vite. Surtout que dans nos centres-villes, on a souvent des grandes foncières qui sont propriétaires d'une grande majorité des cellules commerciales, qui ont eu l'habitude de pratiquer des prix de loyer très élevés et en plus qui arrivent à défiscaliser quand les locaux commerciaux restent vacants. Donc ils ne sont pas toujours incités non plus à remettre leurs locaux commerciaux sur le marché. On ne peut pas non plus toujours demander aux maires de régler tous les problèmes, y compris en achetant toutes les cellules commerciales vacantes. Ça me semble pas forcément être la meilleure idée, même si les maires le font et à chaque fois ça a des résultats. Il faut aussi qu'on puisse agir sur les propriétaires de locaux commerciaux qui pratiquent des loyers prohibitifs et qui n'ont pas toujours intérêt à ce que leurs locaux soient remis sur le marché quand ils peuvent défiscaliser des locaux qui restent vacants. Frédéric Chéreau. J'ai un exemple vécu. À Douai, j'ai fini par mettre une bâche devant un des plus beaux commerces de la ville, sur un angle, à l'angle de la rue principale et d'une rue piétonne. Et j'ai écrit, voilà, ici, vous avez une foncière parisienne qui ne veut pas louer et qui défiscalise. Donc, quelques temps plus tard, le gérant nous appelait en disant, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais non, mais c'est pas vrai. Je lui ai dit, si, c'est vrai. Donc, je l'ai écrit. Depuis, c'est loué. Et vous avez le droit de faire ça ? Ah ben écoutez, je l'ai pris le droit, ouais. Et bizarrement, c'était pas loué depuis 5 ans. Vous savez, avec toutes les affiches qui s'accumulent, à louer, ça donne l'impression que la ville est en déperdition. Alors qu'à Douai, un local en bon état loué à un prix normal sur le marché, ça part très bien. La ville est propriétaire de quelques locaux, on les loue à des loyers qui sont dans le marché, évidemment, pour pas distordre le marché, ça part sans aucun problème. Donc ce propriétaire ne voulait pas louer, il avait une des plus belles cellules de la ville. Ça y est, elle est louée. Et c'est une des différences entre les centres-villes et les grandes surfaces de périphérie. C'est que les grandes surfaces de périphérie, il y a un propriétaire pour toute la galerie. Donc il pilote sa galerie avec une vraie stratégie. Mettons que par exemple, il lui manque un magasin de chaussures pour hommes. L'exemple que je prends, je suis concerné. Il va peut-être mettre un loyer ras des pâquerettes pour un commerce de ce type pour qu'il s'installe. Donc il module ses loyers pour avoir la variété d'offres qu'il veut, ce propriétaire. Je parle des grandes foncières, de la grande distribution. Dans un centre-ville, la propriété est émiettée. Vous avez des propriétaires qui font très bien le boulot.
d'autres qui s'en fichent, d'autres qui défiscalisent, certains qui font confiance à l'agence immobilière, certaines agences immobilières, pas toutes, s'en fichent si finalement les locataires changent tous les 6 mois, 1 an, parce que ça fait une commission à chaque fois. L'avantage quand le maire rachète certaines cellules, et évidemment on ne peut pas toutes les racheter, c'est que vous pouvez, à votre petite échelle, avoir cette stratégie, ce pilotage du centre-ville, où vous choisissez qui vous voulez pour compléter votre offre avec des loyers intelligents qui permettent aux commerçants de vivre. Et deuxième problème, c'est que souvent au-dessus, vous n'avez plus personne dans les étages, et il y a un vrai sujet sur le logement. Ça marchait dans les années 80, ça ne marche plus aujourd'hui de faire porter toutes les charges par le commerce qui est au rez-de-chaussée quand au-dessus c'est vide et c'est juste des cages à pigeons. Le 7 novembre dernier, il y a un plan d'action qui a été dévoilé par le gouvernement avec 9 mesures. Parmi elles, soutenir les foncières de redynamisation commerciale, faire de l'intelligence artificielle l'allié des commerçants, soutenir la création d'entreprises dans les territoires fragiles, entre autres. Et donc parmi ces mesures, il y a aussi le financement des managers du commerce. Et en Douai, il y en a un. Il y en a un, c'est le 3e qu'on a recruté. On a eu du mal à trouver parce que c'est un profil un peu mouton à 5 pattes, un peu couteau suisse. C'est quelqu'un qui doit avoir un très bon relationnel, comprendre ce que c'est qu'un commerçant, parce qu'un commerçant, un artisan, c'est un chef d'entreprise qui a un chiffre d'affaires à faire, qui doit équilibrer un compte de résultat, qui a des charges en face, souvent en fixe. Et si on ne comprend pas ça, si on ne comprend pas la logique de marketing, de rentabilité, etc., on ne peut pas leur parler. Donc lui, il sait faire ça, mais il doit être aussi capable de parler au service urbanisme, au service voirie, à tous les services de la ville. Il doit avoir une vue à 360 sur les aides que propose la mairie, les aides que propose l'agglo, éventuellement les accompagnements par la chambre de commerce, etc. C'est un métier très compliqué, mais quand vous en avez un bon, mon Dieu, ça donne d'excellents résultats. Dominique Concy. Alors je partage pleinement ce que dit Frédéric Chéreau. Les managers du commerce, c'est un métier nouveau qui n'existait pas il y a quelques années. C'est un métier qui est en cours de professionnalisation. D'ailleurs, il y a des formations. On en est à la 3e session de formation des managers du commerce. Et je me réjouis que le ministre du Commerce ait annoncé qu'on allait reprendre le financement de ces postes sur 2026. C'est vraiment une excellente idée parce que c'est un métier qui se professionnalise et qui permet d'accompagner le maire dans sa stratégie en termes de redynamisation commerciale de son centre-ville. Alors, les managers du commerce vont-ils sauver nos centres-villes ? Mais je crois que c'est vraiment l'excellent lien qu'il peut y avoir entre le public et le privé. Et c'est vrai que c'est pas évident de trouver la personne qui soit adéquate dans ce poste-là, mais effectivement, je dirais c'est ce qui manquait au niveau des villes pour pouvoir avoir ce côté commercial qui se développe dans les centres-villes. Et selon vous, est-ce qu'on pourrait aller encore plus loin pour renforcer cette attractivité ? Est-ce qu'il faut être encore plus drastique ? Moi, je crois que c'est même pas une question de doigt. Regardez, monsieur le maire disait ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Un maire, une mairie, ce conseil municipal doit être en cohésion avec les habitants parce que c'est eux qui sont avec les commerces, qui sont les clients. Et c'est aussi eux qui veulent avoir des commerces autour. Vous voyez, il y avait quelque chose qui n'était pas loué. Le maire a pris une décision de faire une action pour que ça se loue. Et ça, à mon avis, ça doit irradier partout. C'est-à-dire, on voit dans les... j'aurais pas la prétention de dire une ville bien tenue, mais quand on voit quand il y a des cohésions entre les maires, le conseil et les consommateurs et les artisans, ça marche super bien. Après, il y a eu quand même un acte de courage là, parce que vous auriez pu vous faire taper sur les doigts assez fort, et ils n'ont pas tous ce courage-là non plus, les maires. Oui, tout à fait. De dénoncer de cette manière-là. Voilà, mais quand on a déjà la volonté de vouloir travailler avec les commerces, de vouloir une ville où il y a des commerces, où on peut acheter, on peut être en sécurité, avoir du travail, des apprentis, déjà c'est une super démarche, et on s'aperçoit que ça marche. Peut-être il est intéressant aussi de citer les bonnes pratiques. Dans les villes Action Cœur de Ville qui ont réussi à essayer d'enrayer l'augmentation de la vacance commerciale, dans les bonnes pratiques, moi je note la création d'offices du commerce ou d'instances qui permettent de réunir autour de la table l'ensemble des partenaires, les commerçants, les porteurs de projets, les acteurs immobiliers, les agents immobiliers, les notaires, les acteurs publics, la ville, le PCI. Voilà, à chaque fois qu'on arrive à mettre tout autour de la table les acteurs publics et privés, en impliquant les commerçants aussi dans la redynamisation du centre-ville, ça permet d'obtenir de bons résultats. On a des observatoires du commerce aussi qui se sont mis en place. Je pense par exemple à Arras qui a mis en place un observatoire du commerce puisque les Hauts-de-France sont à l'honneur aujourd'hui. Donc des initiatives intéressantes, notamment quand on arrive à coordonner l'ensemble des acteurs pour aller dans le même sens. Parce que si on en est là aussi, c'est parce que pendant trop longtemps, on a accepté de créer beaucoup trop de cellules commerciales. On en a trop aujourd'hui. Frédéric Chéreau.
Et pour rebondir sur ce que dit Dominique Concy, il faut bien se rendre compte qu'à population donnée et niveau de vie donné, il y a une capacité finie d'absorption de l'offre commerciale. Vous ne pouvez pas créer des commerces et des commerces et des commerces et espérer qu'ils vont tous vivre. Et à un moment donné, si la population n'augmente pas, ce qui est le cas chez moi, vous rajoutez un commerce, il y en a un tôt ou tard qui va disparaître. Donc il faut à un moment donné peut-être un moratoire sur les commerces de périphérie. Et là-dessus, le dispositif légal n'est pas encore complètement efficace. C'est-à-dire que vous avez encore des commerces qui existent. Alors ce n'est pas une création nette, mais ils vont s'étendre. Ils disent on va agrandir la réserve. Puis vous savez que dans 2-3 ans, en fait, une cloison va être déplacée à l'intérieur du magasin et la réserve va reprendre sa taille initiale, mais c'est le commerce qui va s'agrandir. Ou alors c'est une ancienne concession automobile, j'ai eu ça. Oh, c'est pas un nouveau commerce, le bâtiment est là. Mais ça mute en autre chose. Et on n'invite peut-être même pas le maire de la commune Action Cœur de Ville en CDAC. Ou alors c'est un commerce qui s'installe, on vous dit à côté c'est un lave-auto et on va vendre de la pièce auto. Bon écoutez, très bien, la pièce auto c'est de la périphérie. Hop, par magie au dernier moment, ah ben non, finalement c'est une boulangerie. Et vous ne pouvez rien faire. Donc il faut peaufiner encore le dispositif pour être un peu plus sévère sur ces méthodes d'extension qui continuent en périphérie. Pour conclure, Dominique Oract, je me rappelle qu'on en avait parlé de ce moratoire il y a 2 ans sur ce plateau. Et vous l'appeliez aussi peut-être de vos voeux, ou en tout cas certains le faisaient. Voilà, je pense que je reste là-dessus. Il faut un équilibre commercial tant qu'il est possible à avoir, comme vous disiez. On est en démocratie, on ne peut pas interdire. Mais je pense qu'il y a aussi un travail qui est fait là. Ce sont quand même des grandes villes. Douai, c'est une grande ville, mais c'est aussi dans les villes un petit peu plus petites où il faut essayer de se bagarrer à maintenir ces commerces, parce qu'on s'aperçoit que dès que vous mettez, par exemple, dans des villes, vous remettez une boulangerie, une boucherie, une pharmacie, c'est parti. Tout va suivre. Donc, et je pense que les consommateurs, en plus, sont preneurs d'avoir ces commerces à côté de chez soi, surtout en campagne. Merci à tous les 3 d'avoir été sur ce plateau pour évoquer l'attractivité des centres-villes. On va y arriver avec toutes les bonnes volontés qu'il y a en tout cas sur ce plateau. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. On continue puisque la journée n'est pas finie depuis le Salon des maires et des collectivités locales. U2P TV revient dans quelques instants. Restez avec nous.